Bonjour le vrai. Bonjour Mélissa. Oui, est-ce que tu es religieux? Oui. Chrétien, musulman, juif, sorcier ou... Alors, je suis musulman, mais je suis monté pour juste une question. Juste une question, franchement. En général, quand les gens montent avec cette question, Oui. quand ils montent avec une question, en général, c'est pas une question, c'est deux. Une question piège, une question, première question d'abord, piège. Et puis, Ah ouais? deuxième question, où on te tend en quelque sorte le piège. Et la deuxième question pour t'enfermer dans le piège. Et en Non. général, quand quelqu'un monte pour dire, moi j'ai juste une question, c'est Ouais. que la personne ne veut pas discuter du sujet. Donc la personne fait déjà un hors-sujet. Et en général, c'est une question que la personne a déjà préparée depuis longtemps, qui parfois même est hors-sujet. Mais j'accepte quand même. Vas-y. Bon, moi j'ai une question parce que normalement, vous parlez, je peux dire, comment on dit ça déjà? Pour les ancêtres normalement. Là, mais quand on dit Kémite, à la base, c'est de se baser sur culture africaine normalement. C'est ça? Alors? Mélissa, tu m'écoutes? Oui, oui, quelle est ta question? Voilà, ma question maintenant. Vous ne trouvez pas que la langue française a été donnée par les Blancs? Je savais. Je savais. C'est exactement ce que j'ai dit. Non, non, c'est juste une question, Mais non. je Non. sais que c'est juste une question, mais je vais t'expliquer. Regarde, je vais faire l'archéologie de ta. Alors, cette question, pourquoi est-ce qu'il a posé ça? Un, tu as posé cette question à Oui. cause d'une fois, de la dernière fois du live chez ma tété, Ouais. où j'ai dit que le fait de parler français, c'est aussi une forme d'aliénation. C'est Mm. juste que nous ne pouvons pas faire autre chose. Ouais. Et donc, comme j'ai dit ça, les Noirs arabes sont montés pour dire, ah, donc Médusa a dit qu'il est aliéné lui aussi. Donc, on est tous des aliénés, alors on est donc au même niveau. Parce qu'il a dit que parler français, c'est une forme d'aliénation. Ouais. Donc, c'est pour ça que vous voulez maintenant creuser, parce que vous savez plus sur quoi critiquer les Kémites, les Noirs arabes. Donc, vous voulez maintenant creuser pour voir ça. Donc, tu es venu poser cette question pour espérer que je répète, que je dise que je suis dans l'aliénation, comme ça vous allez enregistrer pour dire Non, voici non, la Mélissa, preuve. Mélissa. Médusa lui-même dit j'ai enregistré, lui-même qu'il est aliéné. Donc même lui-même il est aliéné. Alors ça c'est la première chose. Maintenant la deuxième chose c'est que quand tu dis que c'est juste une question, on peut parier même 1000 $ que c'est pas une simple question. C'est une question qui précède une autre, d'une deuxième question. Quand je vais répondre, après, tu vas poser une autre question. D'accord. Mais je te réponds donc. Là, j'ai juste fait une analyse. Bon, maintenant, j'arrête les analyses. Je réponds maintenant directement. Oui, le fait pour nous de parler la langue française Oui. sans l'avoir choisi, hein, sans avoir choisi, le fait que nos écoles se fassent en français, nos gouvernements parlent le français, que les langues officielles de nos pays soient du français, c'est de l'aliénation. Parce qu'il n'y a aucune raison que la France est un tout petit pays de merde. D'accord. Ce n'est pas le plus grand pays du monde, ce n'est pas le pays le plus puissant du monde, ce n'est pas le pays où il y a le plus de rien même. La France n'a rien de plus que les autres. Mais nous, le fait que nous parlons français, c'est parce que nous avons été colonisés, nous avons été esclavagisés, assimilés. La France, lorsqu'elle a fait la colonisation et l'esclavage, avait émis une politique assimilationniste. Elle voulait faire de toutes ces colonies des petites France. Donc elle voulait créer ce qu'on appelle un empire, le fameux empire colonial français. Et donc dans cet empire-là, elle voulait faire de tout le monde des petits Français. Donc, il fallait détruire les cultures des autres parce que c'est comme ça que les Blancs sont, ce sont des peuples assimilationnistes. Même en France, elle l'a fait. Les Européens sont comme ça. En Europe, les Français, se sont sentis obligés de détruire. Nous, en Afrique, on n'est pas comme ça. Mais ils se sont sentis obligés de détruire la langue corse, la langue occitane, de détruire les langues du Languedoc, de détruire les langues du breton, de détruire le béarnais, toutes ces langues françaises, aujourd'hui n'existent presque plus. Certaines ont été complètement effacées. Elle s'est sentie obligée de détruire ça pour créer une seule nation. Or, chez nous, en Afrique, pour créer la nation, on n'a pas besoin de détruire les identités, les petites identités ethniques qui constituent une richesse. Notre nation est riche de plusieurs ethnies, tu vois ça. Ça, c'est leur façon à eux. D'ailleurs, certains chez nous sont en train de copier ce modèle. Donc, c'est dans ce sens-là qu'eux, ils sont venus aussi en faisant détruire, ils ont fait un épistémicide. Mais comme ce n'était pas la France en elle-même et qu'on restait quand même des colonies, la destruction n'a pas été totale. Donc, notre culture a quand même survécu.
Mais s'ils voulaient réellement faire de nous des petites France, ils auraient détruit totalement cette culture-là. Tu vois, ils auraient totalement. La même chose, ils ont fait au niveau des Antilles. Tu vois, ils ont tout fait pour détruire la culture que les Antillais ont ramenée d'Afrique et partout. Mais malgré ça même, tu vois comment ça a été presque totalement détruit. Mais heureusement, tout n'a pas été détruit. Même dans la langue, quand un Antillais parle, si tu es intelligent, tu prêtes attention et que tu sais étudier les langues africaines, tu vois la langue africaine dans le créole. Tu vois la culture africaine dans leur façon de danser. Tu vois même des éléments culinaires africains dans leur gastronomie. Donc pour qui sait regarder, tu vois qu'il y a des éléments qui ont quand même survécu, malgré tout. Qui prouvent que ce sont des Africains. Est-ce que tu vois un peu? Et c'est ces éléments de base-là qui nous lient tous. C'est sur ça que le Kémite se repose. Donc, oui, le français, dans le contexte africain, est une langue coloniale, une langue de colonisation, parce que nous ne le choisissons pas. Le français s'impose à nous en Afrique. S'impose à nous. S'il fallait choisir une langue, par exemple, dans le contexte actuel, dans l'aliénation, hein, je dis, s'il fallait choisir une langue, il est plus bénéfique. C'est pas bénéfique, je sais pas s'il faut dire bénéfique. Il est beaucoup plus bénéfique, par exemple, de choisir une langue telle que l'anglais, parce que beaucoup plus de gens parlent l'anglais. Et même dans le domaine des connaissances aujourd'hui, c'est l'anglais qu'on appelle souvent, entre guillemets, la langue de la connaissance. Je suis pas d'accord avec cette formulation, mais on le dit parce que les plus grandes thèses sont soutenues en anglais, les livres les plus d'autres sont écrits en anglais. En gros, il y a beaucoup d'éléments de connaissances qui sont rédigés en anglais. Demandez à n'importe qui a déjà soutenu une thèse de master ou de doctorat ou de je ne sais quoi dans n'importe quel domaine, il te dira qu'il trouvera, s'il a fait des recherches, il y a plus d'informations dans la langue anglaise que dans le français. Donc c'est plus, entre guillemets, avantageux dans le contexte actuel pour quelqu'un d'apprendre l'anglais plutôt que même cette affaire de français là. Donc oui, c'est juste à cause de la survivance de la colonisation. Et nous, lorsqu'on va créer l'État fédéral africain, eh bien, la langue française ne sera plus une langue officielle du gouvernement ou des choses comme ça. On va faire en sorte de s'entendre. On va trouver une langue véhiculaire parmi toutes les langues d'Afrique qui va devenir une langue véhiculaire, un peu comme l'anglais l'est pour l'Union européenne, mais sans détruire les langues locales. Par exemple, l'Union européenne fonctionne avec l'anglais, parce qu'il faut bien une langue à un moment donné. Mais n'empêche que dans l'Union européenne, il y a des Français qui parlent français, des Portugais restent avec leur portugais, des Espagnols avec leur espagnol, ainsi de suite. Chacun a sa langue. Mais on prend une langue de tout. Et les Africains ont su faire ça à l'époque. Par exemple, des langues telles que le Bambara était une langue commerciale que tout le monde parlait en Afrique de l'Ouest, et ça n'a pas détruit les autres langues. Le Kikongo. Le Kikongo était une langue diplomatique et commerciale de toute l'Afrique centrale jusqu'en Afrique du Sud. Même les Zoulous parlaient le Kikongo. C'était une langue qui facilitait les échanges diplomatiques entre groupes à l'époque. Le Kiswahili était une langue aussi véhiculaire, les gens utilisaient. La langue de l'Éthiopie, là j'ai oublié comment ça s'appelle, l'amharique, c'est ça. Même l'écriture, là, le guèze, ils appellent ça. Beaucoup de gens utilisaient ça, apprenaient ça pour faire notre langue. La langue de l'Égypte antique était utilisée par beaucoup de personnes comme langue véhiculaire commerciale. C'est pour ça qu'on peut établir des liens génétiques avec d'autres langues. Tu vois. Et donc, c'est tout ça. La mazir, qui est une langue africaine, hein, noire, une langue négro-africaine à l'origine. Ce qu'ils appellent le berbère, mais berbère, ça veut rien dire. La mazir, hein, le tamazir. C'est une langue des Noirs, avant que les Noirs n'aient été métissés à mort jusqu'à devenir tous blancs en Afrique du Nord. Cette langue-là était véhiculaire vers le nord. Des royaumes tels que les Bangui, comment on les appelle déjà les civilisations de Garamante et les autres ont laissé des écritures qui ont donné ensuite ces éléments-là. Bon, on a fait ça une fois ici, le live en question, on pourra refaire ça l'autre fois. Donc oui, c'est ça. D'accord, en tout cas, merci beaucoup de m'avoir répondu. C'est vraiment gentil de ta part. Et le commentaire aussi. Franchement, moi, je suis monté simplement pour lui demander. Je ne suis pas venu ici pour chercher gens à le contredire ou autre chose. Quelle est l'autre question? Non, j'ai dit une question. Il n'y a pas deuxième question. Non, mais là, c'est parce que j'ai dit. Sinon, si je n'avais pas dit, tu allais poser une deuxième question. Non, j'ai dit une question. Et là, tu as vraiment, voilà, vraiment bien expliqué. Donc, j'ai pas autre chose à ajouter, quoi. Exactement. Et tu sais, lors du live,
Beaucoup de Noirs montent pour dire, ouais, lui-même, il parle français. Il parle français. La différence entre un Noir, un Noir qui parle français, un Kémite qui parle français, et puis un Noirabe qui parle arabe, c'est-à-dire qu'un Noir musulman qui parle arabe, c'est que dans un cas, le Kémite, il parle français, mais il sait que le français est une langue d'aliénation, mais il le parle parce qu'il ne peut pas faire autrement. Il est pris au piège. Si je parle ma langue, moi je parle cette langue. L'étude du Zaïd, je ne suis pas resté bouche bée, je suis respectueux. Et rester bouche bée, ça fait deux. Il ne faut pas répondre aux commentaires. Il y a 600 personnes. Ouais. Tu peux pas, 600 personnes, chacun dit ce qu'il veut. Si tu dois répondre à 600 personnes. Et le conseil que je peux donner, en général, moi je fais beaucoup de live, tu sais. Et je monte sur beaucoup de live aussi. Quand tu réponds aux commentaires, ça équivaut à foutre de l'huile sur le feu. Même Ouais, mais franchement, tes lives là, des fois quand je rentre du travail, moi quand je suis à la maison, j'ai su beaucoup tes lives. J'ai pas menti. Hein. Même quand Makoso, quand Ménage, j'ai tout écouté. Tu vois? Donc, c'est le truc. Moi, des fois, j'ai fait ça. C'est pas parce que je suis musulman que je dois pas aller chercher ailleurs. Moi, la connaissance, ça se varie. Tu peux chercher n'importe où. Et maintenant, tu choisis ce qui est bon pour toi. Et moi, je suis comme ça. C'est pas parce que je suis musulman, donc je vais juste me focaliser sur l'islam. Non. Moi, je cherche partout. Voilà pourquoi je t'écoute beaucoup. Je me suis abonné à ton compte pour ça. Tu vois? Ah, donc, j'ai mal interprété alors le truc. Bah, merci à toi parce que et j'aimerais que les autres, ils écoutent. C'est ça, on appelle quelqu'un qui réfléchit. Il est musulman, mais il nous écoute. Ça veut dire que n'écoutez pas les gens qui vous disent, ouais, n'écoutez pas Medusa, il faut pas aller sur ses lives, il faut pas écouter. Non, non, non. N'allez pas, ne suivez pas les gens qui disent des choses comme ça. Ceux qui vous dissuadent de venir écouter nos lives. Il y a des choses que vous allez apprendre, beaucoup d'éléments. Et c'est parce que, justement, vous risquez d'apprendre des choses qui vont vous rendre moins dépendants de ces manipulateurs, là, que ces manipulateurs et manipulatrices empêchent les gens de venir ici. C'est ça. En tout cas, merci beaucoup, Medusa, de m'avoir donné cette... N'hésite pas à rejoindre notre groupe Telegram. Hein. Voici le lien dans les commentaires, quelqu'un vient de mettre. D'accord, ça marche. Okay. En tout cas, merci beaucoup. Hein. Merci à toi. Voilà. Partagez le live, s'il vous plaît, la famille. Partagez le live. Sécurisez massivement le live. Faites vos demandes, s'il vous plaît. Ah bah tiens, celui-là a encore refait la demande. Ok. Je pensais que tu étais parti changer le nom. Et l'âge. Ah, ok. Il savait pas qu'il avait fait la demande, en fait. Il savait pas quoi il s'est monté. Il s'est dit, merde, comment je fais pour me retrouver en haut? Jean-Marie Ouedraogo, toi, tu n'es pas religieux, non? Je rappelle que ceux qui ne sont pas religieux, je vais vous faire descendre. Dites pas que Medusa est mauvais. Le dealer. Plutôt que le dealer. 17-18. Oui, bonjour, monsieur Medusa. Bonjour, comment vas-tu? Oui, je vais bien. Et vous? Ça va, je vais bien aussi. Tu es religieux? Mais j'irais mieux si tu es religieux. Oui, je suis religieux. Je suis déjà monté ici. Je suis religieux, mais je ne suis pas venu défendre Jésus ou Allah aujourd'hui. J'aimerais que vous... Jésus. Oui, allez-y. Mais pourtant, le live, c'est sur Jésus, le thème, là. De suite, vous avez répondu à la préoccupation d'un religieux, pourtant il n'est pas venu pour défendre Allah. Moi, j'avais juste, il y a une question, j'ai une question qui me chagrine depuis hier. Donc, je pense à ça depuis hier, c'est pour cela que j'ai voulu monter aujourd'hui pour vous poser cette question. Aujourd'hui, je suis pas monté pour un débat pour défendre Jésus ou... Vous voulez plus monter pour faire des débats là, hein? Vous dites? Ok, vas-y, pose ta question. Voilà, j'aimerais savoir parce que hier j'ai pensé, déjà moi je me dis que le combat il est noble, hein, vouloir que l'Afrique renaisse de ses cendres, je me dis que ce combat-là il est noble et j'adhère même à cette idéologie. En même temps, je me dis, est-ce que le véritable problème c'est réellement les religions? Ce sont les religions qu'il faudra attaquer. Parce que je me dis que par exemple les chefs d'État, leur appartenance religieuse n'influence en rien les choix qu'ils font. C'est pas sa religion c'est pas à cause de sa religion qu'il est soumis par exemple aux Occidentaux.
Donc je Si me c'est à demande cause de ça que tu réellement. veux fumer aux Occidentaux. Oui, je finis. Parce qu'il y a il y a le capitaine Ibrahim Traoré qui, voilà, qui est en train de faire la fierté quand même de l'Afrique. Malgré ça, c'est malgré le fait qu'il est encore dans sa religion, ça change rien. Donc je me demande, le mouvement kémite d'aujourd'hui, est-ce qu'il n'est pas en train de s'attaquer à juste le couteau au lieu de s'attaquer à l'agresseur? C'était ma question. C'est euh, Parce tu que dis que les présidents la religion, africains moi ne je crois sont que c'est le, pas... la Attends, religion, moi je crois que dans tout ça, la religion c'est juste j'ai compris l'instrument, ta c'est le couteau. question. La religion n'est pas un instrument. La religion n'est pas un instrument. La religion n'est pas un instrument. Oui, je vous écoute, hein, monsieur. Non, je dis que la religion n'est pas... bon, comment te dire premièrement, quand tu dis que les présidents africains, c'est pas à cause de la religion qu'ils sont soumis. Si, c'est à cause de la religion qu'ils sont soumis aux Occidentaux. C'est la raison pour laquelle c'est les gens qui sortent, tous les présidents africains sortent des écoles catholiques et des écoles coraniques. Maintenant, évidemment, dans 100%, il y a toujours des rescapés. Nous tous, on a été des religieux, mais on s'est émancipé de la religion à force. Donc maintenant, il y a des personnes parmi nous qui ont choisi d'afficher ouvertement leur sortie de la religion. D'autres ont choisi de ne pas l'afficher ouvertement parce que ils avaient d'autres ambitions. Parce qu'ils ont compris que pour être président, il fallait absolument... par exemple, moi, si je veux devenir président, je vais m'afficher comme chrétien ou musulman, et puis quand je suis président après, je vais commencer à mettre en place des choses. Parce que je sais qu'il y a des aliénés qui vont jamais voter pour moi, simplement parce qu'ils entendent que je suis kémite. Même s'ils voient que ce type-là va apporter des solutions pour le pays, il a tout. Il a toutes les capacités et qu'il va redresser le pays. Mais comme il n'est pas chrétien ou bien comme il n'est pas musulman, ils vont jamais voter pour toi. Ils préfèrent voter pour un musulman, même s'il n'est pas compétent, mais ils préfèrent voter pour lui. Ça, c'est la vérité. Un musulman ne votera jamais pour un koufar s'il affiche ouvertement sa koufardise comme ça. Même si le musulman qui est à côté est nul et qu'il ne va pas faire avancer le pays, il va préférer voter pour lui. C'est clair. Pourquoi? À cause de la religion. Ça va l'empêcher d'être rationnel. L'affaire, elle est claire. Donc, les gens, faut pas s'étonner que... Faut te rappeler de ce que Kémy Séba a dit. Il dit, à un moment donné, il faut parler le même langage que ces gens. Il faut parler le même langage que eux. Il faut leur ressembler pour qu'ils t'écoutent, pour qu'ils nous écoutent. Sinon, ils ne vont jamais nous écouter si on ne parle pas le même langage que eux, si on ne leur ressemble pas, si on ne fait pas, si on ne marche pas dans leur affaire, ils vont pas nous écouter. Nous devons marcher dans leur histoire pour qu'ils nous écoutent. Sinon, on n'arrivera pas à les sortir de là. Le seul malheur qu'il a eu, c'est de dire ça en public. Et quand il a dit ça en public, tu vois comment on l'a attaqué? Il a été obligé de venir, voilà, de polisser un peu ensuite. Hein? Il est venu polir un peu la chose. C'est ça. Mais en gros, qu'est-ce qu'il voulait dire? Il voulait dire qu'en gros, il y a des leaders, on lui a tiré les oreilles, beaucoup de gens l'ont appelé pour lui dire, mais fais gaffe. Fais gaffe. Ce que tu dis là, il y a des leaders africains aujourd'hui qui ne sont pas religieux, mais qui se cachent derrière la religion pour mettre en place une série de lois qui peuvent même être interprétées comme anti-religieuses, mais si c'était des non-religieux qui avaient mis ça, ça allait être grave. Ibrahim Traoré, lorsqu'il met en place des lois, des jours pour la culture africaine, quand il met des lois pour dire que tu veux être militaire, musulman, chrétien ou pas, tu dois te faire initier. Pourtant, c'est interdit pour un musulman de passer par l'initiation à la culture africaine. L'initiation, c'est une pratique spirituelle africaine. Un musulman qui pratique l'initiation, on appelle ça le shirk, et c'est le plus grand péché en islam. Un président musulman demande aux gens de pratiquer le plus grand péché en islam pour devenir militaire. C'est que tu n'as pas compris que le mec, il est intelligent. Moi, je suis convaincu que Ibrahim Traoré n'est pas un musulman en tant que tel. Mais il doit s'afficher. En fait, dans la vie, il faut faire ce qu'on appelle des sacrifices. Cheikh Anta Diop a dû se sacrifier et prendre une femme blanche parce que Louise Maes lui a ouvert des portes
n'est-ce pas, lui a ouvert des portes de certains documents qu'il n'aurait jamais trouvés. Des documents, certaines bibliothèques, certains cercles de connaissances qui étaient fermés. Sinon, il n'aurait jamais eu toutes les portes ouvertes. Parce que la discrimination des Noirs à cette époque-là était plus violente que celle qu'on connaît aujourd'hui. Donc, il a dû faire ça. Chacun de nous a toujours... C'est dur de faire 100%, d'être rond sur tous les plans. Il y a toujours des choses que tu vas sacrifier. Donc, il y a des gens, il y a des révolutionnaires qui ont décidé de sacrifier cette affaire-là. Sans dire, on doit... De toute façon, c'est comme ça. Même moi, si un jeune kémite me dit, je vais être président, aide-moi à financer. Le conseil que je vais lui dire, si c'est dans un pays musulman, affiche-toi comme étant musulman. Affiche-toi comme musulman s'il y a la majorité musulmane dans le pays. Affiche-toi comme chrétien si la majorité est chrétienne. Va dans une église, voilà, fais une prière, amène les caméras, tout ça là, les gens vont... Et quand tu seras maintenant président, tu commences maintenant à mettre en place toute une série de lois. Tout ça là pour accéder. Parce que le peuple n'est pas encore prêt. Ça, tu comprends? Mais il nous faut pour accéder, on sera prêt à tout. Nous, les kémites, on le dit. Nous serons prêts à tout. Les musulmans ont ce qu'on appelle la taqiya. Nous aussi, on sera prêt à faire de la taqiya kémite si ça nous permet d'aller à la tête de l'État. Et une fois qu'on y sera à la tête, on va commencer maintenant à changer les programmes scolaires, à mettre maintenant la kémitude partout. Donc, c'est dans ce sens-là, n'est-ce pas, que je réponds en disant que ces présidents-là, maintenant les présidents qui sont aliénés, bah, ce sont tous des religieux. Tout ce que vous appelez dictateurs africains ou tout ça, c'est des religieux. S'ils ne sont pas chrétiens, ils sont musulmans. Mais pourquoi ils sont aliénés? Parce qu'ils ont été dans des écoles catholiques depuis l'enfance. Bon, je ne vais pas citer les noms des présidents. Après, les gens vont commencer à dire on s'est appelé à mon président parce que... Mais la plupart des gens là, les présidents que vous détestez, que vous n'aimez pas en Afrique, c'est des religieux. Ils ont été dans des écoles catholiques quand ils étaient enfants. Ils ont été des enfants de cœur. Ils ont été dans des écoles musulmanes, dans les madrasas et compagnie. On les a fouettés là-bas. C'est la pure et la stricte vérité. Maintenant, quand ils ont grandi, eh bien, ils sont devenus complètement aliénés. L'école nous aliène. La famille qui est chrétienne nous aliène. Moi, j'ai connu des familles dans mon quartier. Il y avait un petit là dans mon quartier. Chez eux, si tu ne pars pas à l'église, dimanche là, quand les autres se lèvent pour partir à l'église, si tu n'es pas parti, au retour, tu ne manges pas. Tu ne vas pas manger. Jusqu'à demain, tu manges. On ne te donne pas la nourriture. On te punit comme ça. Ne vont manger que ceux qui sont partis à l'église. Donc, si tu veux jouer le gangster, ne pars pas à l'église, reste à la maison. Il y a beaucoup de trucs comme ça. Nous tous, on nous amenait à l'église. Voilà, nous, c'était pas comme ça, mais de toute façon, nous, c'était comment? Le dimanche, tout le monde, nos sœurs, tout le monde partait à l'église. Les frères et tout le monde, on se levait, on partait à l'église. Notre mère, tout le monde là-bas. Ben, tu vas rester avec qui à la maison? L'ambiance, donc forcément, tu vas pas rester tout seul. Forcément, tu pars là-bas. Parce que l'église, il y avait tout ça là, des scouts. Voilà, on était scouts, on avait des bâtons pour taper sur la tête des vieilles qui dormaient à l'église, pour les réveiller, pour qu'ils écoutent bien l'aliénation. Malgré toute leur vie d'aliénés, jusqu'à cet âge-là, il faut qu'il y ait des petits cons comme nous qui partent, leur taper des bâtons sur la tête quand ils s'endorment dans l'église, pour qu'elles se réveillent, pour mieux s'aliéner encore, jusqu'à ce qu'elles vont perdre pied complètement, puisqu'elles sont suffisamment vieilles déjà. C'est ça on faisait. Donc oui, c'est de l'aliénation. Donc quand tu dis que la religion n'est pas le problème, bon, je pense que tu dis ça simplement parce que tu es religieux, mais tu sais toi-même que la religion... Non, je dis ça parce que pour moi déjà, la religion, le rôle de la religion dans ma vie, la religion joue un seul rôle dans ma vie. Celui de gérer des histoires peut-être spirituelles, je vais dire. Ça n'a rien même de matériel. La religion n'intervient pas dans mon travail, ça n'intervient pas dans ma vie financière, ça ne règle pas mes problèmes. C'est-à-dire si j'ai un problème avec quelqu'un, c'est pas la religion qui résout. Si par exemple mon pays a une grande maladie ou a un problème économique, la religion n'intervient en rien. C'est pas la religion qui crée déjà le problème économique, c'est pas la religion qui va résoudre le problème économique. Je veux dire que la religion... Dans ce cas, si je me base sur ce que tu dis, la question c'est, qu'est-ce que la religion t'apporte que tu ne peux pas avoir sans la religion? Ça évoque le salut, c'est quelque chose de... Oh, taisez-vous là. Ça évoque le salut. C'est
Oui, le salut, ça parle d'après la mort. Voilà, c'est ça le salut. Mais C'est non, que ça. la question c'est qu'est-ce que donc ça t'apporte le salut et tu ne peux pas avoir ça sans la religion. Non, mais ça, c'est un autre. Oui, sans la religion, je peux pas l'avoir. Dans Vu la que je suis culture chrétien. africaine, il y en a dans la culture africaine. La culture africaine est la première en date de l'histoire, je sais qu'on t'a dit le monde dans civilisation ou barbarie, est la première au monde à parler, à développer les concepts d'existence après la mort. Voilà, Médusa, vous voulez encore m'envoyer dans un débat Jésus contre la religion. Je suis vraiment pas disposé à faire Je ne ça. suis pas en train d'envoyer Je un sais. débat. Je te dis que c'est la culture africaine est la première à développer des concepts d'existence après la mort. Des concepts d'âme après la mort, ce genre de choses-là. Des choses qui subsistent après la mort, c'est en Afrique. Même des concepts de paradis, d'enfer. Donc, la question, c'est qu'est-ce que tu trouves dans la religion que ça t'apporte que la culture africaine ne peut pas t'apporter? Parce que ce que tu dis là, l'idée d'une existence après la mort, une philosophie de la vie après la mort, existe dans la culture africaine. On va finir forcément par avoir un débat culture africaine contre religion. Non, c'est pas ça. Si tu ne fais pas de hors-sujet, c'est pas ça. Nous sommes sur un point précis. Est-ce que tu peux me dire ce que la religion t'apporte que la culture africaine ne peut pas t'apporter? Déjà, la culture africaine, moi, je l'ai connue, hein, parce que je suis une personne qui est issue d'une famille qui a vraiment des rituels africains forts. Je l'ai connue. Et elle m'a rien apporté. La culture africaine. J'ai pas compris. Le fait d'être issu d'une famille qui pratique la culture, ça veut pas dire Ouais, que c'est-à-dire avant notre génération actuelle qui a grandi, par exemple, en ville et tout. Juste avant cette génération-là, c'était une génération très culturelle qui vient du bled, qui vient des campements et tout. même eux, il y avait déjà des gens qui étaient très aliénés déjà. Parce que Oui, même ça, même ça, oui, on peut encore. Regarde, j'ai été étonné de voir comment des éléments sans rentrer dans la culture, empoisonner la culture africaine, mais depuis des siècles. Donc il y a des gens, il y a nos grands-pères, il y a des choses qu'ils pratiquent, ils pensent que c'est la culture africaine, mais c'est pas la culture. Par exemple, l'excision. L'excision n'est pas la culture africaine, mais il y a des gens qui sont convaincus que c'est le cas. Bon, il y a ce que nous sommes venus trouver, hein. Après, si c'était ça la culture africaine ou pas, c'était à eux de préserver la tradition. Nous sommes nés maintenant en ville avec d'autres réalités. Donc voilà, moi je suis venu trouver, mais je vais dire juste, avant mes grands-parents qui pratiquaient ce qu'ils avaient gardé comme la tradition. Et cette chose-là, moi ça m'a rien apporté du tout. Voilà, ça m'a apporté quelque chose, ça m'a apporté seulement des trucs négatifs en plus. Voilà, ça m'a rien apporté de positif, ça n'a rien apporté de positif à mon grand-père, à mon père jusqu'à moi. Donc je pense pas même que cette spiritualité-là pourra m'apporter quelque chose si un jour je retourne. Parce qu'on voit, à chaque fois quand tu pars au bled, ce sont des histoires pour des conflits entre eux. Voilà, telle personne va avoir telle terre, l'autre ne doit pas avoir cette plantation-là, donc il rentre dans des histoires mystiques. C'est des trucs à la con. Non, attends. Dans tout ça, tu ne réponds pas à la question. Qu'est-ce que ta religion t'apporte? Oui, d'autant plus que la religion m'apporte pas quelque chose de matériel. Qu'est-ce qu'elle t'apporte que la culture africaine ne peut pas apporter? La religion là ne m'apportera rien dans mon quotidien matériel. La culture africaine aussi ne m'apportera rien. Tous les deux, ne vont rien m'apporter. Elle ne m'apporte rien. Aujourd'hui, si j'arrête l'église, je pars toujours au village, je fais les rites, ça va rien changer à ma vie. Mais c'est pas ça la culture. Est-ce que tu sais c'est quoi une culture d'abord? Je vais participer à la fête de génération. Je vais commencer à m'habiller comme les gens de mon bled. Je vais commencer à penser comme eux. Au lieu d'aller me soigner soit à l'hôpital tout le temps, je vais commencer à respecter mon alimentation. Faire des trucs. Je pense que tu ne sais pas ce que c'est que la culture, on dirait. La culture, c'est l'ensemble de toutes les traditions, de toutes les pratiques, de tout le système de valeurs, des mœurs, de tout ce qui n'est pas naturel, on va dire simplement. Quand tu es un Africain, tout ce qui n'est pas naturel. Écoute, quand tu vois un Africain, en dehors de la nature, les arbres et puis son corps, son bangala et tout le reste, tout le reste, tout ce qui reste, les seins et tout ça là, en dehors de tout ça, les fesses, et puis les arbres, les rivières, en dehors de tout ça là, tout le reste, c'est la culture. Donc, dès qu'on enlève la nature, la culture. La culture africaine apporte des tissus, des habits,
Si tu arrêtes, par exemple, les trucs occidentaux, tout ça là, il y a des tissus africains, les tissus bogolans, les C'est ce que tissus... j'ai dit. Voilà. Il y a C'est des ce que j'ai tissus... dit. Ah, mais tu m'as dit que la culture n'apporte rien. Je dis maintenant que c'est pas le cas. La Non, mais je culture... dis ça va. Oui, je m'habille. Oui, Est-ce je que porte tu un manges des habit. plats africains? Attends. Je porte un habit différent, ça Écoute-moi m'apporte quoi de d'abord. plus? Est-ce que tu manges des plats africains? Forcément. Ça, c'est la culture africaine. Est-ce que tu bois des boissons africaines? Il n'y en a pas assez. Il y en a pas assez. Mais il y en a, non? Oui, il y en a, mais il n'y en a pas assez. Je veux dire, si on enlève toutes les boissons occidentales, là, est-ce qu'il reste des boissons africaines? Oui, il en reste. Mais il n'y Est-ce en a que... pas assez. Exactement. Quand tu te maries selon tu fais un mariage traditionnel africain. Oui, Si on enlève les habits c'est occidentaux, obligé de le faire. est-ce qu'il existe des tissus africains? Oui, Si on enlève le français, l'anglais, les langues occidentales, est-ce que tu peux parler avec un autre Africain avec une langue? oui, forcément. C'est une langue africaine, c'est tous ces éléments-là, c'est des éléments de la culture. Si on enlève les noms occidentaux, est-ce que tu peux prendre des noms africains? Est-ce qu'il existe un nom africain? Oui, bien sûr. Maintenant, quand toi tu me dis que la culture africaine ne t'a rien apporté, c'est quoi? Qu'est-ce que ça ne t'a pas apporté? Ça, ce ne sont pas des apports? Ce sont des apports, oui. Mais c'est quoi de plus? C'est quoi de différent? Rien. C'est ce que je veux dire au fait. Mais Si c'est aujourd'hui, différent comment? essaie de L'important, c'est que m'écouter. Non, attends. Essayez de m'écouter un peu, Médusa. Je veux dire, aujourd'hui, je m'habille différemment, oui. Je mange différemment, oui. Je prie pas le Dieu des autres, je prie mes masques, oui. Je fais tout, je fais tout de ce qu'il y a, je fais tout de la culture, d'accord. Ça change quoi à mon quotidien? Ça m'apporte quoi de plus? Mon pays va se développer en quoi en faisant ça? Je vais avoir quoi? C'est-à-dire mon salaire va augmenter en quoi? J'aurai la possibilité par exemple de quitter chez moi, aller par exemple voir Médusa comme je veux. Comment? Avec simplement le fait de changer un habit, de manger, de boire du vin de palme, de danser la danse. Ça change quoi dans mon quotidien? C'est ce que je veux savoir. D'accord. Je vais te donner un exemple. Je vais te montrer en quoi ça va. Tu es ivoirien, non? Oui, je suis ivoirien. Si la Côte d'Ivoire prend une décision sur 2 domaines, décide de ne plus importer aucun tissu étranger, mais décide de construire des usines pour produire des tissus uniquement africains, de moderniser les systèmes là de production du tissu africain. Et s'il décide de ne plus faire importer des boissons étrangères et oblige les Africains à développer leurs propres boissons et à les commercialiser, quels seront les impacts sur le plan économique si cette stratégie réussit? Oui, ça va faire évoluer l'économie du pays, oui. À un point où les boissons de la Côte d'Ivoire traditionnelle pourront même devenir internationales, un peu comme l'équivalent des Coca-Cola, des choses comme ça. Les gens pourront découvrir ces boissons et même les préférer. Ton pays, maintenant, le secteur, ça pourra générer des emplois, tout ça, et ce sera typiquement proprement africain. Pareil pour le domaine des tissus. C'est à ça que ça sert de valoriser sa propre culture. Ça te permet de devenir puissant. Et c'est toi qui connais, qui comprends, ça vient de chez toi. Ça va faire de la Côte d'Ivoire quelque chose de connu partout. Rien que par ces choses-là, tout le monde va me le connaître. Il y a déjà eu ces choses-là même déjà en Côte d'Ivoire. Mais ça évoque du business. C'est une personne qui va penser, va dire voilà le vin de palme, je le transforme, je le fais, je le vends. Oui, ça c'est pas revenir aux sources. Ça c'est une idée de business. C'est quoi? Ça on n'appelle pas ça revenir aux sources. Ça c'est une idée de business. Quand tu entends revenir aux sources, attends, c'est ce que vous ne comprenez pas. Revenir aux sources là, ce n'est pas la spiritualité. Parce que vous parlez de spiritualité midi et soir. Revenir aux sources, c'est dans tous les domaines, même sur le plan économique. C'est pour ça que Cheikh Anta Diop écrit. Écoute-moi, tous les écrivains afrocentrés, quand ils proposent des solutions, les Cheikh Anta Diop, les autres, ils donnent des solutions qui sont concrètes, pratiques, jusqu'à dans le domaine économique. Quand on parle de revenir aux sources, c'est aussi dans le domaine économique, même dans le domaine des relations de couple. Il y a Foulélé qui a écrit un livre, Nzélé, ça s'appelle, sur les couples, où il explique comment la conception du mariage aujourd'hui entraîne le divorce parce que beaucoup d'Africains, parce que ils rentrent directement dans un concept qui est totalement occidental et ils abandonnent le mariage à l'africaine, de savoir pourquoi les Africains se mariaient, quels étaient les a priori, tout ça. Même quand on parle de revenir aux sources, c'est dans tous les domaines. Et Cheikh Anta Diop, il dit que nous devons adapter. Et comme la culture, c'est quelque chose qui évolue, évidemment, on ne doit pas revenir aux sources. Ça ne veut pas dire faire quelque chose exactement comme à l'époque, non. Ça veut dire revenir à l'authenticité, mais d'adapter la tradition, donc récupérer l'identité culturelle, traditionnelle, et ainsi de suite, l'adapter aux exigences, et ça c'est dans Alerte sur les tropiques qu'il le dit,
adapter cela aux exigences de la modernité. C'est-à-dire prendre nos éléments, garder leur authenticité et les adapter à la modernité pour pouvoir évoluer. Donc ce n'est pas un obscurantisme ou bien un passéisme. Non, au contraire, on évolue. C'est comme les Chinois. Ils prennent Parce des que choses... mais fini. Vas-y, fini d'abord. Vous terminez? Désolé hein, si je vous tutoie parfois. J'ai pas l'habitude de parler en vous voyant comme ça tout le monde. Voilà, après moi, ce que je pense du mouvement, c'est peut-être, je dis dans d'autres générations, peut-être dans 20 ans, dans 50 ans, ceux qui viendront après nous auront peut-être l'opportunité de comprendre certaines choses que nous n'avons pas compris. Ça sera juste ça l'apport. Mais ça va encore perdurer les mêmes choses. L'Afrique va encore subir les mêmes choses pendant encore, je crois, 50, peut-être même 100 ans. Parce qu'on va seulement parler sur TikTok. Je vois pas vraiment des actions concrètes de Kémit. Dans le passé, les révolutionnaires du passé, c'était des actions concrètes. C'était pas seulement parler de religion, sortir des religions. Il y avait de l'apport dans les idées. Quand ils disparaissaient dans la population, Ça fait 2000 ans que vous parlez. Ça fait 2000 ans que vous parlez. Non, mais à quoi sert un pasteur si ce n'est pas de brailler toute la journée? Bon, le pasteur, déjà, moi, je suis même pas monté pour défendre ça, parce que je me dis pas que c'est l'église. Toi, tu nous dis, nous, on parle. Donc, attends, nous, on parle. Tous les écrivains. Je me dis pas, je suis pas venu dans une position en tant que chrétien contre la religion. Je viens dans une position africaine. D'un Africain. Un Africain qui se dit, nous sommes dans un combat, mais est-ce qu'on utilise la meilleure des manières? Voilà. C'est dans cette position-là que je viens. Je viens pas en tant que chrétien pour dire, voilà, vu que la tradition n'a pas réussi, comment je vais dire que la religion va... Non. En quoi la Bible va venir te régler tes problèmes au quotidien? En quoi? Si ce n'est pour prier pour des trucs spirituels. Dans ce cas, si la Bible ne permet pas de régler les problèmes du quotidien, à quoi elle sert? D'autant le fétiche du village te permettra de rien faire aussi. D'autant l'habit en pagne ne va rien te permettre de faire. C'est pareil. C'est rien du tout. Par contre, au village, il y a des traitements que l'on fait. Il y a des villages en Afrique qui n'ont pas d'hôpitaux. Ce sont des guérisseurs. Ces traditionnalistes que vous insultez, c'est eux qui soignent les gens. Ils guérissent. Donc, chez toi, en Côte d'Ivoire, il y a une dame qui a même été elle-même traditionnaliste. Il y a une dame, j'ai vu à la télé, c'est elle qui soigne toutes les fractures que les gens ont dans le village. Et quand on parle, à chaque fois, elle ne demande même pas l'argent ou quoi que ce soit. Elle soigne juste des gens. Elle te dit juste si tu as une banane, amène. Si tu as un ananas, si tu as une mangue, tu peux lui donner pour la remercier. Si tu ne donnes rien aussi, c'est pas grave, tu peux pourtant partir comme ça. Tu peux partir comme ça. Elle fait juste ça parce que c'est sa vocation, c'est un truc qu'elle sait faire, elle soigne. Si elle n'était pas là, les gens allaient avoir toutes les fractures. Il y a même des gens qui quittent les villes pour aller se faire soigner les fractures là-bas. Et des gens comme ça, là, il y a beaucoup de gens qui guérissent dans tous les domaines. Et grâce aux traditionalistes que vous insultez et à cette tradition africaine que vous dénigrez matin, midi et soir dans vos églises, eh bien, nous réduisons le taux de mortalité en Afrique parce que les hôpitaux ne sont pas encore partout. Je dis pas que c'est mieux que l'hôpital. Je dis simplement que si ces gens-là n'existaient pas, il y aurait beaucoup plus de morts parce qu'il y a des endroits qu'on appelle des déserts médicaux en Afrique. Il n'y a pas d'hôpitaux. Et ce sont ces gens-là qui remplacent l'hôpital directement. Est-ce que tu comprends? Voilà, donc, il faut pas dire n'importe quoi. Et même quand les Blancs viennent, ils rentrent dans les villages, ils la fuient.